Alors la citoyenneté, c'est un grand enjeu aussi des politiques des démarches de participation. Grand enjeu parce qu'aujourd'hui, l'accompagnement se fait évidemment en établissement, dans les structures et de plus en plus en milieu ordinaire, avec de plus en plus des enjeux d'accès aux droits au quotidien pour les personnes concernées, que ce soit dans le champ du handicap, que ce soit dans le champ du grand âge. Et l'enjeu, c'est justement de voir comment ces démarches de participation qui sont conduites peuvent aussi aider à affirmer, peuvent aussi aider à augmenter cette citoyenneté au quotidien. On va en parler là encore avec nos 4 projets que l'on va accueillir, les porteuses, les porteurs qui sont avec nous. Vous pouvez encore et toujours poser vos questions sur le chat et ils et elles continueront à venir après vous répondre après leur passage sur ce plateau. Et puis on a aussi et encore un expert avec nous qui va nous éclairer précieusement. C'est Cyril Desjeux qui est avec nous. Bonjour Cyril. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, directeur scientifique d'Andéo, auteur d'ouvrages qui abordent ce sujet, le handicap au pouvoir, vote et handicap. On a parlé tout au long de la journée d'ailleurs des enjeux du vote liés au handicap. Vous vous intéressez depuis 15 ans aux enjeux de participation et de citoyenneté. Vous collaborez à plusieurs projets de recherche nationaux sur ces questions-là. On va parcourir ces 4 projets, mais avant de voir comment se déploie cette citoyenneté, il faut peut-être savoir de quelle citoyenneté exactement on parle. En quoi est-ce un enjeu, la définition de cette citoyenneté, et quelle forme est-ce qu'elle peut prendre pour les personnes concernées ? Oui, effectivement, la citoyenneté, elle a une dimension très très large. Elle va inclure la participation à la vie économique, la participation socio-culturelle, la participation politique. Aussi, en termes d'enjeux, il y a des éléments très importants autour de tout ce qui va être le vivre ensemble. Selon la manière dont on va conceptualiser la citoyenneté, on ne pense pas de la même manière, justement, se vivre ensemble. La citoyenneté, elle peut prendre plusieurs formes. Par exemple, elle peut être considérée comme un statut juridique et politique qui va être accordé à un individu par l'État. Dans ce cas, la citoyenneté, elle peut être réduite à sa forme matérielle, à un document officiel délivré par l'État. Ça va être par exemple la carte d'identité, ça peut être aussi un passeport ou une carte d'électeur. Mais on peut aussi voir dans la citoyenneté quelque chose de plus complexe. C'est aussi une manière de considérer le lien entre l'individu et la société. Être citoyen, c'est aussi avoir le droit de prendre part aux ressources et aux instances de la société. Ça va être par exemple l'école, ça va être la santé, la famille, le travail, les loisirs, la politique. La citoyenneté, elle apparaît comme un indicateur dans la manière dont la société, elle va hiérarchiser des vies, mais également elle va hiérarchiser des statuts politiques. La citoyenneté, elle peut avoir aussi une dimension plus symbolique, lorsqu'on parle par exemple de citoyens du monde. Dans ce cas, la citoyenneté, elle suggère que les individus, ils ont une responsabilité dans l'ensemble de l'humanité et de l'environnement mondial. Ça ne se limite pas aux frontières nationales. Qu'on soit un citoyen de nation ou un citoyen du monde, plusieurs visions de la citoyenneté coexistent dans nos sociétés. Le modèle dominant dans nos sociétés occidentales repose sur la figure d'un citoyen plutôt autonome, capable de faire des choix personnel et rationnel, mais ce modèle cartésien de la citoyenneté n'est pas le seul. Une autre figure du citoyen tend également à émerger progressivement, notamment avec le mouvement des personnes handicapées, mais plus largement également avec les publics dits minorisés, et je pense notamment aux femmes. Être citoyen, c'est aussi posséder les mêmes droits, quelles que soient les capacités de la personne. Ce second modèle de la citoyenneté, il est moins centré sur l'individu lui-même, tel qu'on pouvait le voir dans le modèle cartésien. Dans ce second modèle de la citoyenneté, la primauté, elle n'est pas donnée aux performances et aux normes de performance, elle est davantage axée sur tout ce qui va être la dignité humaine et la non-discrimination. Dans notre société, les personnes handicapées et les personnes âgées en perte d'autonomie ont souvent un paradoxe normatif. D'un côté, on va avoir des normes citoyennes qui vont être valorisées par la société, et de l'autre côté, on va avoir des normes valorisées par le secteur spécialisé. Selon le degré d'autonomie de la personne, ces normes, elles ne couvrent pas tout à fait les mêmes périmètres, elles ne couvrent pas tout à fait les mêmes territoires sociaux. Dans nos sociétés occidentales, le vote est souvent le symbole ultime qu'on va brandir pour incarner la citoyenneté. Et du fait de mes travaux, c'est vrai que c'est un exemple que je prends très souvent. Mais la citoyenneté, elle ne se réduit pas à la question de cet acte ou de ce droit. Elle est aussi incarnée par un ensemble de domaines de vie. Être citoyen, c'est aussi pouvoir vivre en société, c'est aussi pouvoir avoir son logement, c'est aussi pouvoir consommer, c'est aussi pouvoir accéder à l'éducation. Être citoyen, c'est aussi s'engager pour le vivre ensemble. Cela peut prendre la forme de l'engagement politique, comme exercer un mandat électoral, mais pas que. C'est aussi pouvoir s'engager
dans une association, c'est aussi pouvoir manifester, être délégué syndical, c'est aussi être représentant des élèves, c'est aussi pouvoir faire don de son sang, c'est aussi pouvoir être juré. Et toute une série d'autres exemples qui engagent la personne dans le vivre ensemble. Dans le modèle médico-social, en particulier pour les publics les plus éloignés de l'autonomie, comme les personnes polyhandicapées ou les personnes avec des altérations des fonctions très sévères, c'est vrai que la question du vote, par exemple, c'est plus le Graal sacré de la citoyenneté. Les frontières sociales de la citoyenneté, elles ont tendance à se rétrécir pour ces publics et peuvent se limiter, par exemple, aux loisirs ou aux activités récréatives. On voit bien que dans les territoires sociaux de la citoyenneté, il y a quelque chose de différent selon qu'on se réfère aux normes de la société ou aux normes du secteur spécialisé. Et c'est en ce sens que je parle de paradoxe normatif. Avec, vous le dites souvent, c'est presque une citoyenneté à différents niveaux, à différents étages, et une asymétrie dans la manière de considérer, dans la manière d'accompagner ces publics autour de ces enjeux-là. En quoi est-ce que la Convention, et on en a parlé déjà dans la journée relative aux droits humains, offre finalement peut-être un cadre commun, un levier d'action pour agir sur ces enjeux? Effectivement, un cadre de référence pour penser la citoyenneté des personnes handicapées, dans toutes ses dimensions, me semble bien être la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Plus largement, tout l'arsenal juridique qui est à notre disposition, l'arsenal international, qui permet de promouvoir le recours à des outils juridiques qui pourront être incitatifs ou contraignants selon le type d'outils juridiques, me semble en tout cas des éléments utiles à mobiliser pour penser cette citoyenneté. On va avoir par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais également les deux pactes internationaux de 1966, celui relatif aux droits civils et politiques, mais également celui relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et vous avez également à côté les 7 conventions internationales qui vont structurer également le cadre international, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, mais également la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ainsi que celle sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Vous avez également la Convention contre la torture, les peines, les traitements cruels, inhumains et dégradants. Vous avez également une 6e convention sur tout ce qui va être la protection de tous les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Et enfin, comme cadre de référence, vous avez également la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Ces outils, ils servent de cadre de référence pour les personnes en situation de handicap, quel que soit l'âge et l'origine du handicap. Ces conventions, elles permettent de penser l'intersectionnalité de ces situations sans faire de différence d'âge entre des altérations de fonction qui seraient arrivées avant 60 ans ou après 60 ans. Ce cadre, s'il était pleinement appliqué, pourrait éviter la traduction asymétrique qu'on a pu faire dans nos systèmes d'accompagnement et d'aide. Un premier exemple que je mobilise assez souvent dans le secteur de l'âge, c'est il n'existe pas, par exemple, dans le secteur de l'âge, de SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale, ou de SAMSA, service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, qui va reprendre les missions d'un SAVS, mais également ajouter des missions de soins. Un autre exemple que je mobilise très souvent également pour illustrer cette asymétrie entre l'âge et le handicap, ça va être la prestation de compensation du handicap, la PCH, à côté de l'allocation personnalisée autonomie, l'APA. L'APA et la PCH apparaissent tous deux comme des instruments de mesure qui vont permettre de calculer un plan d'aide. Mais pas que. C'est aussi des instruments qui vont permettre de définir et de qualifier ce qu'est une aide humaine et qui va pouvoir en bénéficier. L'APA et la PCH, en ce sens, sont à la fois des outils de valeur marchande, mais aussi des outils de valeur symbolique. Et la valeur que la société accorde à la participation sociale et à la citoyenneté peut être lue à l'aune de ces deux prestations. Sans entrer dans la mécanique complexe des règles administratives de ces deux prestations, on peut retenir quelques grandes différences importantes à avoir. Déjà, les outils d'évaluation, les méthodes de cotation, les méthodes d'élaboration du plan d'aide, ainsi que les règles de plafonnement et les possibilités de déplafonnement sont différents selon qu'on est dans l'APA ou dans la PCH. Par exemple, et bien que c'est rare, c'est vrai que dans les plans d'aide de prestation de compensation du handicap pour l'aide humaine, on peut avoir des plans de 24 sur 24, voire exceptionnellement de 26 ou de 28 heures sur 24. Ce n'est pas possible dans l'APA. Un autre exemple d'asymétrie entre l'APA et la PCH, c'est dans l'APA comme dans la PCH, on peut avoir un reste à charge sur le prix qui va être pratiqué par le professionnel ou le service d'aide humaine qui va être mobilisé. Mais si ce prix il est aligné avec le montant pris en charge par le conseil départemental. La PCH, généralement, n'est pas soumise à un ticket modérateur, sauf si les ressources patrimoniales déplacent un certain plafond annuel. A l'inverse, l'APA
est généralement soumise à un ticket modérateur, sauf pour les petits revenus, si on arrondit en dessous de 900 €, le chiffre exact c'est 864 et quelques, qui fait que, d'une manière générale, cette asymétrie fait qu'il y a plus souvent de participation financière pour les personnes qui ont l'APA que pour les personnes qui ont la PCH. Plus spécifiquement sur les questions de participation, de vie sociale concernant ces prestations, on va également avoir une différence de valeur entre l'APA et la PCH. Dans la PCH, vous pouvez avoir jusqu'à 30 heures par mois de participation sociale et à cela peut s'ajouter, depuis 2023, les 3 heures de soutien à l'autonomie. Dans le cadre de l'APA, il aura fallu attendre 2024 pour que des heures dédiées aux liens sociaux soient accordées. Et encore, il ne s'agit que de 2 heures par semaine avec un maximum de 9 heures par mois. On est loin en tout cas du plafonnement de la PCH. Ce changement, finalement revu avec l'APA, ne compense pas la hiérarchie des valeurs qu'il va y avoir entre le handicap et l'âge. On le voit bien avec l'APA et la PCH, avec cette valeur différentielle accordée aux vulnérabilités, qui va légitimer plus difficilement le temps de participation sociale et à la vie citoyenne pour les personnes âgées. Mais plus globalement, que ce soit dans l'APA ou dans la PCH, ces temps ne comble pas non plus l'écart qui peut exister entre l'élaboration du plan d'aide dans le cadre de l'APA ou de la PCH et les besoins réels des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées en perte d'autonomie. Dit autrement, mieux considérer l'âge ne veut pas dire délaisser le handicap ou le faire au détriment du handicap. Toutes ces personnes, qu'elles soient en situation de handicap ou en perte d'autonomie, ont un risque plus important que les autres de déprise avec le monde qui les entoure. Et cette dimension-là me semble très importante à considérer dans les aides qui peuvent être proposées. Cette coupure, cette séparation, cette distance avec la société, elle n'est pas un simple isolement. Parfois, elle peut se traduire jusqu'à une mort sociale qui est creusée du validisme et de l'agisme, véhiculée en partie par ces prestations. Oui, on voit, c'est un enjeu de citoyenneté qui est ainsi une citoyenneté globale, partagée pour tous et qui ne se fait pas de manière asymétrique. On va voir justement comment ça résonne, comment ça se déploie avec les projets qui nous accompagnent là. Et on va commencer par un premier projet, qui là encore, on parlait d'EPOP tout à l'heure, est un projet ancien, si je puis dire, emblématique certainement, pionnier évidemment. C'est celui de Citoyennage, initiative lancée en 1996 par l'ADAPA, l'association des directrices et directeurs d'établissements pour personnes âgées, avec la volonté de créer et de proposer des espaces permettant aux résidents, aux résidentes de s'exprimer librement. Le slogan dit bien, le slogan dit tout. Les personnes âgées parlent, les professionnels écoutent. La démarche, elle s'est implantée dans 8 régions aujourd'hui. Elle se décline à 3 niveaux. Alors au niveau des établissements, avec la création de ces comités citoyennage qui se mettent en place au niveau régional, où il y a des thématiques de réflexion annuelles qui sont engagées, décidées, où les idées sont remontées. Puis au niveau national, où maintenant il y a une association nationale citoyennage qui donne de la voix, qui se fait entendre, qui est un interlocuteur dédié des politiques publiques. Et, je vois Francine Serra acquiescer de sujet. On va voir comment Citoyennage fonctionne, on va voir comment ce dispositif déploie justement cette dimension citoyenne avec vous deux. Francine Serra, donc 89 ans, résidence dans une maison de retraite au Pouget, résidente active, puisque, alors, vous y présidez le CVS, vous y avez créé le comité citoyennage de l'établissement, vous êtes aussi la correspondante régionale de la démarche citoyennage et membre du conseil d'administration de l'association nationale. C'est beaucoup dire, c'est beaucoup dire. Bah, c'est faux. Non. Ça fait pas mal tout de même. Non, très peu, disons, très peu. Ça occupe un peu. Pas tellement quand même, mais on le fait avec tellement de plaisir. Voilà. Tout est dit, de la saveur. Savoir la suite, tout ce que l'on peut avoir derrière. On apprécie, voilà. On va en parler. Et vous êtes accompagné de Magali Billac, que vous avez dirigé des EHPAD pendant plus de 20 ans, et un centre de ressources territoriales pour personnes âgées dans l'Hérault, et vous êtes correspondante régionale de l'ADAPA et vice-présidente de cette structure. Alors on va commencer en essayant de mieux comprendre ce qu'est Citoyennage. Francine, qu'en diriez-vous? Pourquoi cette démarche est essentielle selon vous? Je vais prendre la télécommande parce qu'il y a quelques slides qu'on va diffuser en même temps qu'on en parle. Voilà. Alors, pourquoi cette démarche, elle est essentielle pour vous? Elle est importante pour moi en tant que résidente. Quand je fais Citoyennage, je me sens revenir comme avant. C'est-à-dire? Je suis mieux. Je prends quelques centimètres de plus.
J'essaie de ne pas avoir d'aide autour de moi et essayer de parler comme je pouvais parler à l'époque. Maintenant, le citoyennage, c'est quelque chose de très important. Comme vous l'avez si bien dit, c'est la parole des personnes âgées. Effectivement, il y en a assez de décider pour nous. Vous décidez, mais vous n'êtes pas notre palace. Vous ne pouvez pas ressentir ce que nous vivons lorsque nous sommes, nous, dans une maison de retraite. Je n'ose pas dire le mot EHPAD, car le mot EHPAD me fait très mal et il me fait penser au hôpital. Alors, horreur, je préfère dire une maison de retraite, un foyer. C'est beaucoup plus chaud que de dire je suis un EHPAD. Je suis un EHPAD, c'est une qualité à part. Et concrètement, qu'est-ce que c'est citoyennage au quotidien pour vous aujourd'hui? Citoyennage, pour moi, c'est... Je me sens mieux. Je pense à citoyennage. Aujourd'hui, je me disais, tu rencontreras certaines personnes, tu sors de ton environnement habituel. Et comme je vous l'ai dit d'entrée, je me sens redevenue comme avant. Je suis bien, je suis dans le monde, j'ose pas dire normal. Mais enfin, j'ai l'impression, lorsqu'on parle de nous, on dit les petits vieux. Vous savez, les petits vieux que vous voyez sur le banc là, qu'on appelle le banc des sénateurs. Et ceux-là, encore le banc des sénateurs, ils sont à l'extérieur. Nous sommes dans un foyer, mais dans un foyer où nous pouvons sortir comme nous voulons. Nous avons des promenades. Je suis montée à Paris. Mais quand je suis rentrée à la maison de retraite, jamais je n'aurais pensé aller à Paris. Non. Franchement, c'est la deuxième fois que je viens à Paris pour citoyennage. Pour moi, c'est vraiment de l'impensable. Donc, il me donne un réconfort fantastique. Et au niveau de mes collègues, évidemment, c'est que nous pouvons parler. Nous avons certains thèmes. Nous les étudions en cours d'année. Enfin, comprenez-moi, quand je dis la période qui se produit entre différents colloques. Et cela, on y trouve beaucoup d'amitié, disons. Des personnes qui habituellement ne parlaient pas se mettent à parler, elles s'ouvrent et c'est beaucoup plus facile. Magali, comment fonctionnent justement les comités citoyennage et l'organisation régionale qui est mise en œuvre? Alors la démarche, elle repose effectivement sur, on va commencer par le début, c'est la volonté de la direction. Voilà. Oui. C'est pour ça que la démarche part de l'association des directeurs au service des personnes âgées, qui part du constat que verbalise très bien Francine. On aura beau être des professionnels les plus compétents du monde, on ne pourra jamais se mettre à la place d'une personne de 89 ans, de 95 ans, et avec ses problématiques de vieillissement et de perte de l'autonomie. Donc c'est vraiment, voilà, on va se mettre à leur service, c'est le mot de notre association, on va les écouter et on va les accompagner après qu'on les aura écoutés. Et en fait, alors on s'aperçoit très vite que la société les a quand même bien repliés sur elle-même et qu'elle ne parle pas. Elle ne parle pas, donc là, il va falloir qu'on recourt à des professionnels. Souvent, on recommande les psychologues qui ont ce savoir-faire et qui vont amener la personne à quand même arriver à verbaliser ce qu'elle ressent. Et là, ça va partir. Alors j'ai envie de dire, c'est l'élément déclencheur. Dans un établissement, s'il y a la volonté du directeur, si on a un professionnel qui arrive à donner la parole et vraiment pas se substituer, il faut vraiment, la démarche, elle part sans aucun problème. Et donc ça, c'est les prémices du comité citoyen dans la structure. Alors ce comité citoyen, s'il n'y en a pas d'autres qui vont éclore en proximité, dans d'autres structures, qu'elles soient du domicile ou au sein d'établissements, ça risque de s'étioler parce qu'ils vont se rencontrer entre eux, ça va manquer, on va dire, de dynamique.
Donc effectivement, ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est des binômes, directeurs personnes âgées, comme nous en représentons un là, qui allons rencontrer à travers des colloques, à travers des initiatives comme celle-ci, des gestionnaires pour essayer de les inciter à mettre en place des comités citoyens eux-mêmes dans leur structure. L'intérêt, c'est que ces comités citoyens, une fois constitués, on va leur permettre de se rencontrer à une fréquence qu'ils vont choisir pour pouvoir échanger entre eux. Et toujours pour dynamiser cette démarche, on va mettre en place des colloques annuels à l'échelle régionale. On les voit à l'écran pour l'Occitanie, voilà, avec des thématiques. On va peut-être parler des thématiques tout à l'heure, mais effectivement, là, ce sont les comités citoyens. Alors, on peut voir en Occitanie, effectivement, que la démarche, alors qui a été financée, effectivement, par la CNSA dans les années 2015-2016, me semble-t-il, a permis à l'Occitanie, donc, de démarrer cette démarche. Alors, elle a démarré tout doucement en 2017, avec 40 personnes âgées, 20 professionnels. Et puis, on voit bien que d'année en année, les effectifs vont croissant. Là, on sort tout juste, tout fraîchement, de notre colloque 2024, où c'était 120 personnes âgées, 70 professionnels. Et que là, déjà, moi, c'est pas plutôt fini que il faut que je leur rappelle le thème qu'ils ont choisi pour 2025, parce que les comités citoyens veulent se remettre au travail dans les boutiques pour pouvoir d'ores et déjà travailler, réfléchir, inviter les comités voisins pour déjà partager ce qu'ils ont à partager. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. J'ai envie de dire, c'est une machine qui est peut-être dure à démarrer, mais une fois qu'elle marche, elle s'entraîne et voilà, elle s'alimente. Il y a donc ces comités, ces établissements qui les lancent avec des professionnels qui accompagnent, qui se réunissent à l'année autour de ces thématiques. Ces thématiques sont importantes parce que vous sortez de la réflexion sur ces thématiques des propositions et après, à charge aux établissements d'en faire des mesures concrètes. C'est quoi les faire remonter. C'est quoi les thématiques, les exemples de thématiques que vous portez Alors les thématiques, elles vont être très diverses. Vous avez les thématiques. Alors les thématiques, c'est sûrement pas les professionnels qui les amènent, ce sont les personnes âgées. Donc nous, démarrage en Occitanie, première réunion de début 2017. Je crois qu'on était à peine une dizaine. Il devait y avoir 4 personnes âgées, 6 professionnels. Et ils choisissent un thème, alors sans trop savoir. Mais voilà, ils s'expriment. On a envie de parler autonomie, liberté de choix. Capacité à décider malgré le grand âge. Chacun est reparti chez soi. Alors, il y avait 9 comités citoyens. Et puis, premier colloque régional, peu de personnes, mais comme le disait Francine tout à l'heure, ça permet déjà de rencontrer des personnes âgées qui vivent d'autres choses, dans d'autres structures, dans des domiciles, et d'échanger. À la fin de chaque comité, de chaque colloque, ils vont choisir ensemble le thème pour l'année suivante. Et là, chacun repart chez soi, travaille avec ses congénères, soit de l'établissement, soit du service à domicile. Et puis, on se retrouve un an après et on recommence. On débat sur le thème de l'année et on choisit le thème de l'année suivante. Parfois, les comités citoyens vont pouvoir être sollicités en plus de ces travaux qui, on va dire, maintenant sont rentrés dans les us et coutumes des structures qui y participent. Il va y avoir peut-être le Congrès des âges et du vieillissement qui fait une large place maintenant aux personnes que nous accompagnons à travers l'association Citoyen Âge. Et donc là, il va peut-être, puisque là, on va se retrouver avec plusieurs régions qui avaient des thématiques différentes et donc on va essayer de trouver un thème. Donc les comités vont peut-être devoir se retravailler. Et puis, ce qui, je crois, est important, c'est que finalement, ça ne suffit pas qu'ils parlent. Parce que s'ils parlent, s'ils font des propositions et qu'effectivement, derrière, il ne se passe rien, je pense que ça risque d'être fatigant pour tout le monde. Donc, ce qui est important, c'est que ça puisse faire changer, et changer par la base, le regard, déjà. C'est vrai que moi, pour avoir connu le lancement de la démarche, quand on dit allez, on va faire ça, on regarde les collègues en disant mais ils ne parlent pas. Ils ne peuvent pas parler.
Ben, c'est vrai, vous ne parlez pas. C'est difficile. Bon, après, il parle trop des fois. Voilà, ça Francine, ça se passe quand vous avez... Là, je suis sage. Là, je suis sage. Quand vous avez une thématique, Francine, comme celle de cette année, je sais pas, on l'a vu s'inscrire à l'écran, parce que je voudrais la citer, parce qu'elle est très belle, la thématique que vous avez eue en 2024, c'est vivre heureux. Vivre heureux, être acteur de sa vie. Voilà, Ah. ce qui n'est pas rien. Comment on discute pendant un an sur un sujet comme ça, et qui vient prendre la parole au sein du comité? En principe, je débute toujours la séance et j'essaie de faire parler, mais ça ne démarre pas de suite. Alors la psy lance un petit mot et puis après ça s'enchaîne, quoi. Et moi, je continue derrière et voilà. C'est comme ça, et oui. Et on parle de choses du quotidien. Non, le thème sur lequel... D'accord. Non, D'accord. Pas le quotidien, parce que alors, le quotidien, c'est pas la peine, nous aurions des thèmes tout à fait différents. Non, être acteur de sa vie, bon, nous avons parlé, et comment être heureux, comment je peux être heureuse, moi, dans une maison de retraite, et en utilisant le mot de heureux, c'est difficile, heureux, j'étais heureuse chez moi, quand je voyais la famille, quand je voyais les enfants, et voilà, j'étais heureuse. Mais là, maintenant, j'ai un bien-être à l'endroit où je me trouve. J'ai un bien-être, je suis sécurisée. Ouais, on voit les notions qui apparaissent. Peut-être que c'est tout à fait différent. Ouais. Je me sens, je suis tranquille. Si je tombe, bon, on viendra. Il y a quelque chose, et on ne viendra peut-être pas de suite, mais on viendra. Je n'ai pas besoin de quelque chose, je ne demande rien. C'est quoi d'un mot, vous l'avez mis sur des visuels, l'apport pour les personnes âgées pour vous de citoyennage? Comment c'est écrit là, la rencontre, le maintien, le partage. Qu'est-ce qu'il y a dedans pour vous est le plus important de ce que c'est? Le plus important, c'est le partage et la rencontre. Pourquoi? Je vois l'autre pour lui dire, tu vois, tu n'es pas seul. Nous aussi, nous sommes là. Et puis attention, nous ne sommes pas coupés du monde, loin de là. Nous sommes des citoyens. Nous l'avons toujours été. Et nous sommes des adultes. Il ne faut pas oublier que ceux qui sont en train de nous soigner, eh bien, quand on travaillait, nous, ils n'étaient pas nés. Je leur ai dit tout à l'heure. Vous n'étiez pas nés. J'ai vécu avant vous. Attention, ne pas nous surprotéger. Ne pas trop anticiper pour nous. Ne pas dire attention, tu vas te faire, attention ici. Non, attention, laissez-moi faire un peu. Tant pis, je prends des risques, je les ai toujours pris. On pourrait passer des heures avec vous, Francine. Magali, un dernier mot sur les apports pour les professionnels, parce que c'est aussi un enjeu. Pour les professionnels, je crois que c'est très clair, ça va permettre de découvrir des choses qu'on n'a pas forcément appris dans les écoles. Je pense notamment aux soignants. On ne va plus parler de patients, on va parler de personnes avec des attentes très précises qui vont peut-être rien avoir avec ce qu'on avait appris dans les écoles. Et je n'ai rien contre Virginie Andersen ou autre, mais et on va pouvoir voir des aides-soignants, des infirmières aller accompagner des personnes âgées dans un projet qui n'a rien à voir avec le soin, mais qui pourtant est un soin. Et donc on va voir changer le regard, on va voir des professionnels, et à commencer par les directeurs, parce qu'on n'est pas en reste, regarder des personnes sous l'angle de « mais qu'est-ce qu'elles ont comme compétences » plutôt que « mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elles ont perdu ?» Voilà, et ça c'est déjà un changement de regard qui est énorme. Ça va dynamiser dans les structures parce que, alors, les conseils de la vie sociale, là en ce moment, les autorités de tarification, on a eu encore récemment un décret où il fallait renforcer la participation. Ben oui, mais ils ne parlent pas, alors comment on fait quand on a des gens qui ne parlent pas? Ben c'est vrai que ces comités citoyens vont permettre aux personnes de se saisir vraiment de cette instance de participation, de pouvoir les préparer en amont, d'aller avec d'autres comités trouver des idées ailleurs, de revenir avec ces idées, et on va pouvoir vraiment changer
la vie des structures. Donc c'est vraiment, je dirais, un pilier du projet d'établissement. Ça va être une façon d'emporter les équipes dans une aventure assez extraordinaire qui va consister à dire le projet, c'est pas l'équipe qui va le pondre, qui va le penser, parce que nous, on est fort, on est formé, on est soignant, et on va leur dire non, ce sont eux qui nous disent voilà, nous, on veut que les lieux de vie, on veut que les domiciles soient comme ça, et nous, on va les personnes âgées finalement les accompagner dans ce qu'elles veulent. Alors, ça a un côté très utile aussi pour professionnels que nous sommes, dans une période où on est quand même un petit peu malmené par les autorités de tarification, c'est de recentrer, de redonner du sens à nos métiers, à tous, et puis peut-être de faire des choix. Moi, je sais que, alors maintenant je dirige plus un groupement de coopération de 10 maisons de retraite et plus récemment un centre de ressources territoriales pour personnes âgées. Mais c'est vrai qu'en fin de mes 20 ans d'expérience, là, quand on commence à trouver le temps long, c'était vraiment de l'oxygène, parce que je me dis, moi je faisais des choix, quand il y avait des choses, quel était l'intérêt pour le bien-être des personnes âgées? Il n'y en a pas, je ne fais pas. Voilà. Et on se centrait sur eux et sur leur bien-être. Vous pourrez prolonger les échanges sur Citoyennage avec hors antenne, avec les gens qui poseront des questions. On n'oublie pas la parole, les personnes âgées parlent, les professionnels écoutent. Et je voudrais qu'on complète avec l'autre témoignage, l'autre projet qui nous est apporté. On va du côté du pays de Morlaix, où vous avez mis en place une filière gériatrique territoriale qui rassemble notamment à travers une sous-commission la vingtaine d'EHPAD de l'établissement, du territoire, si je puis dire, qui sont mobilisés dessus. Et pour en parler de la manière dont vous avez fait cette filière territoriale, inter-EHPAD, et vous avez décidé d'aller au-delà et de faire un groupe inter-résident au niveau de la filière et du territoire. On va en parler avec vous, Karine Lenné, animatrice de l'EHPAD Sainte-Bernadette, et Marie-Claude Miserou-Huard, animatrice de l'EHPAD Kerlizou Carantec, voilà, je vais y arriver, je ne suis pas breton. Donc c'est l'ensemble des acteurs gériatriques du territoire qui sont présents et les 20 EHPAD dans cette sous-commission. Et l'idée, c'est véritablement de travailler sur une meilleure participation des personnes concernées dans cette structure, dans cette filière, dans cette dynamique de concertation. Vous l'avez fait avec déjà un travail minutieux de recueil de la parole et des idées des résidents sur l'ensemble des établissements, et puis derrière la volonté de mettre ça aussi en place au sein d'un comité interrésident qui se mettra en place très prochainement à partir de la rentrée. Je vais vous laisser en parler, mais en quoi est-ce qu'il était important pour vous de mobiliser ainsi la parole des résidents et de la mobiliser aussi pour développer des projets territoriaux, pas que pour parler de ce qui se passe à l'intérieur de leur structure? Déjà, madame, je voulais vous remercier, vous avez très bien dit les choses, ça va être difficile de passer après vous. C'est important, effectivement, c'est vous, c'est vous qui devez décider de votre vie, d'être acteur, d'être actrice de votre vie. Et donc, en fait, voilà pourquoi ce projet, justement. On peut avoir une fausse idée que quand les personnes viennent vivre en maison de retraite ou en EHPAD, comme vous préférez, en maison de retraite. Foyer résidence. Voilà. Mais quand pas EHPAD. Voilà. EHPAD, c'est hôpital. Donc quand des personnes âgées viennent changer de domicile et viennent vivre en maison de retraite, on peut penser que les personnes elles se laissent servir se laissent porter un petit peu et penser qu'elle n'ait plus envie de participer à la vie locale, elle se renferme sur elle-même. Et nous, par expérience, on voit que non. Bien sûr, il y a des personnes qui ont des personnalités, qui ont été discrètes, qui aiment bien être tranquilles, mais la plupart des personnes veulent continuer à vivre comme elles ont vécu à l'extérieur de la maison de retraite, comme elles ont vécu chez elles, participer à la vie de la commune. Donc et on le voit aussi quand on fait des échanges aussi, avec peut-être d'autres maisons de retraite, mais aussi avec les enfants. Il y a vraiment ce désir de transmettre, de partager, qui est très fort chez les personnes. Alors la difficulté, effectivement, ça va être,
d'aider ces personnes justement à faire entendre leur voix. Par exemple, rien que pour les élections, pour pouvoir aller voter, ça peut être compliqué. Mais c'est important que les élus sachent que ces personnes qui vivent en maison de retraite, mais qui ne vivent plus chez elles, mais existent toujours et ont leur mot à dire et doivent être entendues et continuer à participer à la vie locale comme elles ont toujours fait jusqu'à présent et qu'elles ont leur mot à dire et qu'on ne doit pas décider pour elles. Donc l'idée, c'est de recueillir la parole sur l'ensemble de ces établissements Oui. et montrer que ces personnes existent à l'échelle des établissements, mais aussi du territoire à travers cette force commune, cette ambition commune. Je vous laisse nous la présenter à travers justement quelques slides rapidement. Est-ce que vous voulez Oui, bien sûr, je vous redonne la télécommande. Oui, je vais faire si tu veux. Alors pour la présentation, donc en effet, on est des animatrices d'EHPAD, je suis désolée, en effet, c'est mieux de dire maison de retraite, du coup, qui avons travaillé avec l'ensemble des structures d'accueil du territoire du pays de Morlaix, avec l'UBO Open Factory de Brest et le LABER, qui est le laboratoire de recherche en sociologie de l'Université de Brest. Alors, on a mis en place un dispositif c'est sur 2 niveaux. En fait, il y aura en effet le recueil de la parole des personnes âgées et dans un second temps, il y a l'instance inter-établissement dont vous parliez tout à l'heure. Alors en fait, on est en formation depuis, pendant 9 mois, on était en formation, les animateurs, principalement les animateurs d'EHPAD, il y avait une personne qui représentait les EHPAD et on était en formation pendant 9 mois. On a eu des journées de formation autour de l'enjeu de la participation, autour de l'intelligence collective et émotionnelle, et de la créativité et de la conception et prototypage de projets. Et ça a été des formations très riches, très importantes, même si parfois les formations ne servent pas, mais là elles ont bien servi. Et donc on voit là, on nous voit d'ailleurs en train de travailler sur les photos. On a réfléchi à une façon de pouvoir recueillir. Alors on dit la parole, moi je ne dirais pas que la parole, c'est justement la vie et les besoins des personnes âgées. Et en utilisant, en pouvant pouvoir faire s'exprimer des gens qui n'ont plus la parole, justement. On a réfléchi à plusieurs façons de recueillir leurs besoins, leurs envies, mais par l'émotion et l'essence. Et donc on a eu l'idée de créer des jeux, parce que on est quand même des animateurs, je pense que ça a forcément influencé un petit peu. Donc il y a un jeu qui est type roue de la fortune, un autre type jeu de loi et un jeu de cartes émotion. Et en effet, à partir de ces jeux, on reprend, quel que soit le jeu, il y a les moments du quotidien, de la vie, de tous les jours. Pas que le petit quotidien, les soins comme vous disiez, c'est vraiment tout ce qui peut faire une journée. Du lever jusqu'au coucher, et en essayant d'associer, entre autres, avec les émotions principales, de façon à ce que même les gens qui ne peuvent pas parler, pas parce qu'ils ne veulent pas parler, mais qui n'arrivent pas forcément à s'exprimer, mais qui peuvent passer quand même le ressenti, en fait. Ces jeux, on les a testés, mais on les mettra en place courant octobre dans les différents EHPAD. On est au début de notre projet. C'est le début du projet, oui. C'est ça. Donc il y a le prototypage des jeux, le déploiement et derrière le passage au comité. Et ça. Donc on est au début. C'est ça, l'instance commencera au mois de janvier, l'instance avec les représentants. Oui, rassembler tout le monde. Après, c'est nos métiers de rassembler, on est animatrice, du coup on essaye au quotidien. C'est un jeu qui vous plaît à vous, il plairait peut-être, il me plairait peut-être. C'est pour ça qu'on a fait plusieurs supports. On a essayé, voilà. Attention, dit Francine. Alors on a choisi le jeu parce que c'est pour approcher les choses de façon ludique, pour ne pas faire justement ce qui se fait en CVS avec tout le monde autour d'une table et juste parler en fait. C'est pour pouvoir aller vers le résident ou la personne, même si elle est chez elle, toute seule. Et c'est pour ça aussi qu'on a utilisé les jeux, qui est un objet que nous, on utilise beaucoup. Mais, parce que parler juste dans le vide autour d'un mot,
c'est pas donné à tout le monde en fait. Et après, pour venir un peu sur cette instance en 2 mots qui va se créer, elle n'existe pas encore, qui va prendre cette parole et essayer de construire des projets de territoire. Et vous le disiez tout à l'heure, avec cette ambition de donner de la visibilité aussi à ces personnes et à leurs projets à échelle de territoire. Il y aura qui dans cette instance? Alors justement, cette instance, alors il y aura, on va commencer par les résidents, les personnes âgées, leur entourage, leur famille, les animateurs ou animatrices, les élus, les directeurs, et on a aussi invité les bénévoles s'ils souhaitent aussi, de façon à ce qu'il y ait comme une représentation de toutes les personnes qui interviennent dans nos structures. Et j'ai oublié de dire, dans nos outils qu'on a travaillé autour d'une invitation. On a déjà essayé de trouver un slogan à notre formation. Et alors, vous serez contents, ça s'appelle « Les sages ont un message ». Voilà, on est parti de... Vous dites que vous aviez une expérience. Oui. Donc, voilà. On a créé un petit flyer pour inviter justement les familles, les élus. Donc ça a été distribué à tous les gens qu'on veut inviter à l'instance. Voilà, donc l'instance qui apparaît à partir du début 25. Hein. Alors la première instance aura lieu pour janvier. notre secteur, nous. La première instance, elle a lieu lundi prochain. Ouais. Donc voilà. Pour présenter l'instant, oui, pour présenter le projet. Et elle se mettra au travail Mais après dans la foulée à partir de janvier 25. Ouais. Quelques mots peut-être de réaction, Cyril, sur ces 2 projets, citoyennage que vous connaissez bien, ce projet territorial. Et vous le disiez quand on échangeait un peu, l'idée, c'est de montrer aussi les personnes âgées aux acteurs du territoire et pouvoir créer aussi des rapports de force. Vous avez employé ce terme-là et oui, je pense qu'il est parlant. N'est-il pas? Donc je dois réagir. Oui, c'est l'idée. Moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas dans les 2 projets, c'est une volonté de sortir de ce qu'on peut appeler une géométrie euclidienne. Alors, je m'explique. Dans la géométrie euclidienne, on est avec des droites qui peuvent être parallèles et qui restent parallèles. Et c'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment que quand on rentre en EHPAD, on rentre dans un autre monde qui reste parallèle à la société de tous les jours. Et on sent une volonté, en tout cas, de faire en sorte que ces parallèles... elles sortent justement de ce postulat de la géométrie euclidienne et qu'elles se croisent à un moment donné, si possible avant l'infini, qu'elles s'entrecroisent et qu'elles s'entremêlent et qu'on ait finalement quelque chose entre cet espace spécialisé et la société en général, quelque chose qui va venir s'entrecroiser, s'entremêler et que ces frontières vont finir à moyen terme ou à terme par disparaître. On sent que c'est en tout cas cette volonté qui est derrière que je trouve vraiment très intéressante et sur lequel vous appuyez sur plusieurs leviers. Alors j'entends beaucoup la question de la symbolique pour citoyennage qui agit à la fois sur la question de la sémantique mais aussi de la méthodologie utilisée qui est un élément important et la symbolique elle porte en tout cas, elle a donné du sens au projet et on entend aussi dans les 2 projets aussi l'importance, je trouve, des facilitateurs ou faciliteurs selon la terminologie qu'on veut retenir, qui est un élément important qui est à la fois porté par des humains, des êtres vivants, mais aussi par des outils de médiation. Et c'est vrai que ce que vous mettez en place, c'est intéressant aussi, je trouve, pour favoriser la participation sociale, la citoyenneté des personnes. Ce qui est toujours important, en tout cas quand on met en place ces outils, et c'est sans doute le point d'alerte de Madame, c'est la posture dans laquelle vous allez être et la démarche dans laquelle vous allez proposer ces outils-là pour que ce soit mieux des choses appropriables par les personnes, voire si possible qui viennent d'elles-mêmes et pas quelque chose qu'on leur imposerait. Et je pense que c'était votre inquiétude. Vous y êtes bien vigilante. Je pouvais juste ajouter... J'ose pas. Il y avait juste cette question, justement, voilà, mais qu'est-ce que vous allez faire après? Mais justement, on le disait, pour l'instant, on ne sait pas, puisque ce n'est pas nous qui allons décider. Ce sont effectivement les personnes âgées, les résidents. Nous, c'est pas... Voilà, nous, on est juste là pour aider, pour que les gens puissent s'exprimer, puissent recueillir leurs idées, leurs envies, mais aucunement à décider à leur place. Donc, c'est ce que vous avez très bien dit. En point d'interrogation, on ne sait pas. Merci en tous les cas, merci. On a vu déjà vous nourrissez vos projets déjà sur scène, c'est bien. Merci à vous pour ces 2 beaux projets. Merci à vous 4 pour avoir porté vos paroles de sages que vous êtes. Je garde Cyril avec moi pour la suite des projets et on va tout de suite passer à la 2e partie de cette séquence. Merci.
Alors on va passer à la suite avec les 2 derniers projets. Vous pouvez continuer évidemment à poser votre question. Et on va enchaîner tout de suite avec un autre projet, qui parle de citoyenneté, mais un projet qui est assez différent dans la manière dont il aborde le sujet, la question, puisqu'il le fait avec un jeu, avec un serious game, et même 3 serious games qui ont été mis en place. Le projet, c'est le fruit de la collaboration d'une association, nous aussi, et d'une structure, l'Ancréaï. L'Ancréaï, c'est la fédération de toutes les créailles. On a parlé pas mal au long de la journée, qui rayonne à travers le pays. Pour en parler, on a avec nous Clément Joguet. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association Nous aussi. Vous travaillez en espace vert à l'ESAT de Vannes depuis bientôt 15 ans. Encore en Bretagne, on était déjà en Bretagne, on reste en Bretagne. On était en Bretagne Nord, on passe en Bretagne Sud. Et Sabrina Sinigalia, responsable projet, études et formations à l'Ancréaï, Fédération des centres régionaux d'études, d'action et d'information, les fameux CREAI. Alors pour rappel, nous aussi, il faut le dire en 2 mots, c'est l'association des personnes en situation de handicap intellectuel qui défend depuis 2002 les droits des personnes. C'est la première association à être directement gouvernée par des personnes en situation de handicap intellectuel. Vous y portez de nombreux projets et ce projet Nos droits aussi qui s'est construit et dont on va parler, qui s'est construit en collaboration avec l'Ancréaï et les ressources des CREAI régionaux avec la volonté de mieux faire connaître les droits des personnes concernées dans le contexte citoyen du vote d'abord, mais aussi des droits des travailleurs et des droits des citoyens en milieu ordinaire. Vous l'avez conduit avec ce moyen inattendu, un serious game que vous avez conçu. Alors dans l'appel à projet qui nous concerne, celui qui a été soutenu par la CNSA, c'est les 2 versions, je dirais, les plus récentes de ce serious game dont on va parler. Mais un premier module avait été déjà réalisé avant le soutien de l'appel à projet autour du droit de vote des personnes concernées. Ça a été le début de la collaboration entre vos 2 équipes. Quel a été l'objet de ce premier serious game et comment vous êtes-vous associés? Avez-vous fait émulation, si je puis dire, sur ce projet? On a d'abord travaillé sur le droit de vote, avant les élections municipales de 2020. Le droit de vote était le sujet du congrès 2019 de Nous aussi, pour savoir comment voter et qui pouvait voter. La même année, Nous aussi s'est battu pour la loi de mars 2019, pour permettre à tous les majeurs protégés de voter sans l'accord du juge des tutelles. Au congrès, on a vu que c'était un sujet pas accessible pour les personnes en situation de handicap intellectuel. On a donc commencé à travailler sur la construction d'un questionnaire avec le CREAI Bretagne. Le but était de comprendre quelles étaient les difficultés des personnes en situation de handicap pour voter. On cherchait à savoir ce qui pourrait aider les personnes. Dans les résultats du questionnaire, il y avait eu l'idée d'un guide, d'un serious game, c'est un jeu sérieux pour apprendre, d'affiches, d'un jeu de société. Le guide et le serious game ont eu le plus de votes, c'est donc ce qu'on a retenu. Donc vous avez travaillé sur ce premier serious game que vous avez fait autour du droit de vote. Ça a été la première édition de Nos droits aussi. Et puis l'aventure s'est prolongée. Elle s'est prolongée dans le cadre de cet appel à projet avec 2 autres éditions. Je le disais, l'une consacrée aux droits des personnes concernées et travailleurs en ESAT, l'autre dédiée aux droits des personnes comme citoyens. Je vous laisse tous les 2 nous présenter un petit peu ces serious games et la manière dont vous avez travaillé ensemble. Après avoir développé le guide et le serious game, les personnes qui ont travaillé sur le droit de vote étaient principalement des travailleurs d'ESAT. Les personnes de Nous aussi ont voulu aller plus loin, pour mieux comprendre les droits des travailleurs. On s'est dit que la vie des travailleurs d'ESAT n'était pas que de travailler. Les droits des personnes en situation de handicap intellectuel ne sont pas connus. On a voulu travailler sur tous nos droits en tant que citoyens. Les délégations, Nous aussi, ont trouvé les thématiques les plus importantes pour elles. Oui, merci Clément. Donc peut-être je peux vous dire comment on a travaillé ensemble.
et en particulier comment les autoreprésentants des délégations, nous aussi, de Bretagne, mais aussi de Nouvelle-Aquitaine, de Normandie, de PACA et d'Île-de-France, ont travaillé sur les différentes thématiques qui représentent d'une part les droits des personnes en situation de handicap accompagnées par un établissement ou un service médico-social et reconnu par la loi du 2 janvier 2002, et aussi les droits de la Convention internationale des droits des personnes handicapées que la France reconnaît depuis 2010. On peut dire que la méthode de travail a été exactement la même qu'on a utilisée pour la co-construction du premier Serious Game sur le droit de vote, c'est-à-dire que d'une part, les professionnels des CREAI ont apporté leur savoir technique en gestion de projet, et bien sûr de développement d'applications numériques, car comme vous venez de dire, c'est bien sûr un Serious Game application numérique. Et d'autre part, les autres représentants de nous aussi, des délégations, ont mobilisé, mis en œuvre leur savoir expérientiel, issu du vécu avec leur situation de handicap par rapport aux thématiques qui les préoccupent d'une part, mais aussi qui les intéressent. On a construit ensemble un cahier des charges. Bon, c'est un gros mot, mais en gros, c'est pour dire qu'on a, avec les personnes, donc nous, professionnels des CREAI, vu tout ce qui pouvait être considéré le plus accessible pour faire jouer les personnes sur les sujets qui les intéressent. Donc, on a décidé ensemble la structuration du jeu, donc des vidéos avec des personnages, des dessins animés, avec des voix off, avec une forme de question quiz. On a traité ensemble la réalisation des scénarios, donc de chaque scénette. On a écrit les scripts vraiment ensemble. On a fait des recherches pour les contenus additionnels, car chaque scénette, en plus de la question, il y avait aussi après des contenus pour informer davantage les personnes à la fin de chaque scénette. On a organisé des réunions pour approfondir des thématiques, notamment pour le droit de vote, par exemple, des rencontres avec des élus. On a aussi travaillé ensemble, et ça c'est vraiment un gros travail, et Clément après va vous en dire plus, sur le niveau d'accessibilité du jeu que les personnes souhaitaient. Et jusqu'à la fin de la chaîne, on a testé ensemble le jeu finalisé et surtout avec les autoreprésentants. Les professionnels des CREAI et sur toutes ces composantes du Serious Game ont été donc des facilitateurs techniques, vraiment au service des autoreprésentants de nous aussi, afin que ces derniers puissent vraiment réaliser leurs projets pour le bénéfice, bien sûr, de toutes les personnes en situation de handicap intellectuel, mais voire d'autres. La dimension, effectivement, de la diffusion, elle a été large, car ils souhaitaient vraiment essayer que ça puisse apporter des bénéfices à toutes les personnes en situation de handicap et au-delà. Et donc, on a fait une diffusion large via, bien sûr, l'association Nous aussi, l'UNAPI, l'ONCREAI, les CREAI et les partenaires respectifs. Et tout ça via des réseaux sociaux, donc des posts. On a utilisé plusieurs réseaux sociaux, dont LinkedIn, Facebook, lors de présentations, lors de colloques, de journées d'études, de webinaires, comme aujourd'hui, et de sessions de formation à destination, que ce soit des personnes en situation de handicap et aussi de professionnels de différents domaines. Et bien sûr, dans les accompagnements qu'au niveau de nous aussi et des réseaux des CREAI, nous réalisons auprès de professionnels des structures du médico-social. En parlant de diffusion, peut-être que là, en plus des mots et des paroles, on peut voir montrer concrètement de quoi on parle. Donc, on projette à l'écran une image qui est tirée de la scénette qui relève du droit à la participation. Et on voit effectivement, le jeu s'appelle Maxime Citoyen Accompagné. C'est qui Maxime en fait? Maxime, c'est le personnage que vous voyez sur l'écran à gauche qui porte un t-shirt jaune et qui est un peu le protagoniste des 3 jeux. On le suit en fait dans sa découverte des droits. Et dans cette scénette en particulier, vu qu'il est une personne sur handicap, travailleur en ESAT et hébergé en foyer, il assiste avec des collègues travailleurs d'ESAT et des professionnels du foyer à une réunion qui présente les futures élections du Conseil de la vie sociale. Pour vous donner un autre exemple, nous passons à une autre image qui est celle présentée à l'écran. Nous sommes là dans une scénette qui présente le droit de ne pas être victime de discrimination. Nous retrouvons Maxime avec des amis et à droite Colline notamment, qui est son amoureuse, et qui sont au restaurant, donc dans la ville, et qui viennent d'être victimes de discrimination. Pour aller un peu plus loin, un troisième exemple,
tiré du jeu Maxime citoyen tout court. Nous retrouvons un nouveau Maxime avec Colline au Théâtre de la Ville. Ils assistent à une représentation théâtrale parmi d'autres spectateurs qui est Roméo et Juliette. Et cette scénette traite le droit au loisir et à la culture. Alors, on va voir une démonstration d'une scénette. C'est une scénette du 3e jeu, le jeu sur les droits de citoyens en milieu ordinaire. Et on va s'immerger dans le jeu. Quelle scénette vous avez choisie, Clément, et pourquoi ? Dans le jeu 3, on a choisi 10 thématiques importantes de la vie citoyenne. Par exemple, la santé, l'éducation. Là, on va vous parler de la participation à la vie politique en tant que citoyen. Cette année, nous avons eu les élections législatives. C'était bien de revoir nos droits et de comprendre comment participer à la vie politique. Alors, je vous laisse rentrer dans le jeu et on va faire une démonstration. C'est parti. Alors Maxime, t'as rencontré le maire ? Ah oui, et ça a été très sérieux. Il m'a consacré 30 minutes avec un de ses collaborateurs. J'étais un peu impressionné. Et alors ? Il m'a expliqué le stationnement gratuit pour les personnes en situation de handicap et les démarches à faire. Mais il m'a surtout proposé de participer à la vie démocratique de la ville. Tu veux parler en facile à lire et à comprendre, s'il te plaît ? Je ne comprends rien de ce que tu racontes. En fait, le maire m'a parlé des conseils de quartier pour tous les habitants. Ils peuvent donner un avis et faire des propositions sur la vie dans la ville. Ah mais c'est pas pour nous, on n'est pas des femmes et des hommes politiques. Non, mais nous sommes des citoyens et nous avons notre mot à dire auprès des femmes et des hommes politiques. Et c'est justement pour être entendus qu'il faut participer. Renseigne-toi aussi s'il y a un élu en charge du handicap sur la ville. Il pourrait aussi être un soutien pour nous. Alors ça, c'est la situation et après, il y a une question qui est posée. La participation au conseil de quartier est 1. Libre pour chacune et chacun d'entre nous. 2. Elle nécessite une invitation individuelle et privée adressée par le maire. 3. Elle est autorisée seulement si on a une question à poser. Clément, Quelle est la bonne question ? la bonne réponse. À ce moment-là, le jeu pose la question. Je lis la question et les réponses à la question. Je choisis la réponse. Ici, je pense que la réponse est libre pour chacun et chacun d'entre nous. Libre pour chacune et chacun de nous. Il existe 2 instances démocratiques accessibles à tout citoyen. La première se situe au niveau de la ville, c'est le conseil de quartier. Le conseil de quartier est facultatif pour les villes de plus de 20 000 habitants. Il est obligatoire au-dessus de 80 000 habitants. Le conseil de quartier a un rôle d'avis et de proposition sur toutes les questions intéressant le quartier ou la ville. Amélioration du cadre de vie, mise en place de nouveaux équipements publics. Chacun et chacune peut participer aux réunions et commissions programmées régulièrement tout au long de l'année. Autour d'un ordre du jour préétabli, toute personne peut venir débattre, proposer des projets d'intérêt général, partager une expertise. Et alors, comment est-ce que on voit bien donc là, le fait que c'est très documenté, donc on a beaucoup d'informations. Comment, Clément, vous avez travaillé à rendre ces scénettes le plus accessible possible ? C'était important pour les autoreprésentants de nous aussi d'avoir des sous-titres et la voix des personnes en situation de handicap. Le langage est adapté à notre handicap. On a écrit le texte avec les personnes du CREAI selon nos besoins. Et comment est-ce que vous travaillez à diffuser ces scénettes ? J'utilise le Serious Game assez souvent. J'ai joué sur mon temps personnel au jeu sur les droits des travailleurs. J'y ai joué par curiosité. Je fais souvent des sensibilisations pour nous aussi nationales, pour expliquer ce qu'est le FALC, facile à lire et à comprendre. C'est l'occasion de montrer comment un jeu peut être accessible. Sous-titres écrits en gros caractères, voix pour dire ce qui est écrit, vocabulaire simple. On a plusieurs fois parlé du Serious Game à nos réunions de délégation, nous aussi. On a joué au jeu sur le droit de vote avant les élections européennes de 2024. On a présenté le jeu et l'a essayé en même temps. Le but est de présenter le jeu aux personnes en foyer. Les personnes ont trouvé le jeu très bien fait.
Merci Clément, merci beaucoup Clément. Merci à vous deux de nous avoir présenté cette incroyable initiative. Je voudrais qu'on finisse avec un dernier projet qui va nous ramener dans le champ des EHPAD, des maisons de retraite, comme dit Francine, avec là encore une volonté d'aller dans une démarche citoyenne. C'est 3 EHPAD qui se sont associés en Seine-Saint-Denis. On a la Seigneurie à Pantin, Lumière d'Automne à Saint-Ouen et Constance Mazier à Aubervilliers. Eve Guillaume, vous êtes directrice de 2 de ces EHPAD, Constance Mazier et Lumière d'Automne. Il y a un historique de collaboration entre ces différents EHPAD à travers un groupement. Vous avez déjà à 3 répondu à différents appels à projets. Et là, vous avez décidé en effet de travailler en réponse à un appel à projet de la CNSA sur cette notion de citoyenneté. En quoi vous avez perçu que c'était un enjeu particulièrement important à adresser ? Alors comme ça a été dit notamment avant, le premier constat qu'on a fait, c'était le constat du droit de vote, qu'il était parfois difficile pour les personnes âgées une fois qu'ils étaient rentrés en établissement, notamment parce que souvent ils ne se sentaient plus forcément concernés par ce qui se passait dans la société et ce qui se passait en dehors des murs. Et on avait souvent cette réponse de se dire maintenant que je suis rentrée en EHPAD, finalement ce qui se passe à l'extérieur ne me regarde pas. Donc finalement il y avait cette idée de cloisonnement entre la ville et l'intérieur de l'établissement. On avait des conseils de la vie sociale qui étaient assez institutionnels, très descendants, peu participatifs et avec une vraie difficulté de les faire vivre. Et cette idée derrière de voir comment est-ce qu'on pouvait faciliter l'expression des habitants de nos établissements et derrière pouvoir passer à l'action et leur donner un peu plus de pouvoir d'agir au sein des structures. Comment est-ce que vous avez mis en place justement ce projet à trois établissements ? Je vous laisse nous le présenter rapidement. Alors, on a été accompagné par une agence qui s'appelle l'Agence des Beaux Jours, qui sont des designers du design social. Alors, ouais, on les voit. Je sais pas voilà. Si, ça y est. Donc, on a été accompagné par les Beaux Jours. Donc, c'est par la méthode du design social. On a d'abord eu une première étape qui était une étape d'observation. Je crois que j'ai toutes les étapes derrière, voilà. Donc ça a duré à peu près 6 mois. On a des sociologues, des designers sociaux qui sont venus dans nos établissements recueillir la parole des usagers, toutes les personnes qui peuvent intervenir et graviter autour de nos établissements pour faire déjà un premier constat de où est-ce qu'on partait en termes de participation, quelles étaient les choses qui fonctionnaient déjà bien et quels étaient aujourd'hui nos points de difficulté. Et puis derrière, on s'est réunis avec des représentants des familles, avec des représentants des agents. On a essayé d'avoir un panel assez large pour présenter le constat de base et puis déjà avoir des premières réflexions entre nous de comment est-ce qu'on pouvait débloquer la situation et de quel projet on pouvait imaginer. Et puis ensuite, on est passé à une phase d'élaboration de projet avec les résidents pour voir comment on répondait à toutes les difficultés, qui s'est achevée par une phase de vote où les résidents se sont exprimés pour nous dire quels étaient les projets qu'ils avaient envie d'expérimenter en priorité. Et on aura en dernière phase, donc là en ce moment on est en plein dans l'expérimentation de nos projets que je vais vous présenter juste derrière, et on entrera ensuite en phase d'évaluation des différentes expérimentations et de ce qu'on a pu mener. Sur les expérimentations, on a fait le choix, dans un premier temps, dans chaque établissement, de partir sur ce qu'on a appelé un totem. Un totem, c'est un inconditionnel dans la vie en EHPAD parce que c'est écrit dans les textes et qu'on a une obligation de mise en œuvre de ces outils-là, qu'on n'arrive pas toujours à se les approprier correctement et à les mettre en place d'une manière tout à fait pertinente pour nos usagers. Et donc l'idée, c'était de voir comment on pouvait se servir de ces outils-là, se les réapproprier et leur redonner du sens au quotidien. Donc on a l'établissement de Saint-Ouen, par exemple, qui travaille sur le conseil de la vie sociale. Et on voit déjà des premiers résultats, parce que par exemple, on a décidé maintenant de faire davantage de conseils, mais beaucoup plus courts et monothématiques. Du coup, on a des résidents élus qui prennent davantage la parole. On fait en sorte que la parole des résidents soit la parole majoritaire pendant les conseils, c'est-à-dire qui prennent plus la parole, notamment que les représentants des familles, mais aussi que les agents et la direction qui est présente, avec des temps de préparation, des temps de restitution. On les a formés, on les a outillés à aller voir les autres habitants de l'établissement pour pouvoir aussi vraiment avoir une parole qui soit la plus large possible, parce que souvent c'était une remontée de dire comment je fais pour porter la voix des autres, et je ne parle pas forcément à tout le monde, je ne vois pas forcément tout le monde dans mon quotidien. Donc Pantin a travaillé sur les projets d'accompagnement personnalisé, que certains appellent aussi projet de vie, et puis Constance Mazier sur le parcours d'emménagement, c'est-à-dire le parcours d'admission, avec un lien assez étroit sur la mise en œuvre de la charte
de bientraitance en établissement. Et puis les projets de la vie quotidienne, donc ça c'est les fameux projets qui ont été travaillés avec les résidents, avec les agents, avec les familles. Chaque établissement a voté et chaque établissement est parti sur des projets assez différents, ce qui est aussi du coup intéressant derrière en termes d'enseignement à tirer, parce qu'ensuite on pourra aller s'enrichir les uns des autres. Donc à Saint-Ouen, on travaille notamment sur la programmation culturelle et comment avoir un comité de résidents qui s'emparent de la programmation et des événements qu'on propose en établissement, comment on fait rentrer la culture, mais aussi comment on rentre, comment on sort à l'extérieur et comment on bénéficie aussi de ce qui est proposé dans la ville et plus largement sur le territoire. À la Seigneurie, ils travaillent sur l'EHPAD comme un village, donc comment essayer d'avoir un peu comme une place de village et un endroit où on se retrouve, notamment parce qu'à la Seigneurie, il y a un tiers-lieu. Et donc c'était aussi facilitateur parce qu'ils ont ouvert un café ouvert sur la ville il y a peu de temps. Et puis Constance Mazier travaille sur le circuit de l'information et de la communication. C'est aperçu finalement que c'était une des premières bases pour s'outiller, c'est qu'il fallait avoir toutes les informations en sa possession. Et bien souvent, il y a des résidents qui nous disaient, mais moi des fois, des questions simples, j'ai pas forcément la réponse selon l'interlocuteur auquel je m'adresse, savoir qu'est-ce qu'il y a au menu ce midi, quelle est l'animation de l'après-midi. Des fois, si je m'adresse à un certain corps de métier, il ne saura pas forcément me répondre. Et donc, comment est-ce qu'on facilite la circulation de cette information-là et comment on répond aux résidents. Les premiers bilans qu'on a pu tirer, c'est que, alors on a un cercle vertueux qui s'installe, même sur d'autres projets, c'est que ça nous permet aussi, à travers ce projet-là, d'accompagner les professionnels sur un changement culturel, parce que parfois, quand on est soignant, on a des postures professionnelles de sachant, et des fois, se dire que la personne que j'ai en face de moi, c'est mieux que moi ce dont elle a besoin, et accepter l'échange, c'est pas toujours une évidence selon les thématiques. Donc ça permet aussi de re-questionner les pratiques professionnelles et d'accompagner ce changement-là. C'est aussi redonner vraiment du pouvoir d'agir aux résidents, même sur d'autres projets complètement différents, l'attention qui est portée à la parole du résident et de comment est-ce qu'on l'accompagne pour concrétiser des envies et des projets est maintenant complètement différent et ça se voit vraiment sur notre quotidien. Donc il y a une expérimentation qui va être sur le long terme, donc ça c'est aussi intéressant parce que ça nous permet vraiment aussi de pouvoir parfois réajuster certaines choses, d'avoir le droit à l'erreur et puis de se relever et de continuer. Et puis, il y a toute la question de la gestion de projet qui est parfois difficile parce que nos porteurs de projets qui accompagnent les résidents sur certaines thématiques ne sont pas forcément formés à la gestion de projet. C'est des soignants, c'est des agents techniques, c'est des agents de cuisine. Et parfois, il peut y avoir des points de blocage sur des projets et trouver les leviers n'est pas forcément évident. Donc, on a créé ce qu'on appelle maintenant des ateliers de déblocage. Et donc, ça apprend aussi à chacun à savoir quelles sont les étapes et la méthodologie de gestion de projet. Et puis, alors on a une réceptivité parfois inégale des résidents, ça c'est encore un aspect de blocage, mais c'est aussi l'acceptation de tous que parfois la non-participation est une participation et qu'il faut savoir l'accepter et que tout le monde n'a pas vocation à être un fer de lance dans son établissement et que voilà, il faut accepter aussi qu'il y a des personnes qui préfèrent rester tranquillement dans leur chambre et pas forcément participer à une vie en collectivité et que ça c'est leur droit aussi. Le projet est en cours, il va se finaliser au fur et à mesure. On est aujourd'hui dans le temps de la démarche et on voit bien que c'est un projet qui se joue un peu comme on avait ce matin avec Paul Der sur 3 établissements avec 3 dynamiques et en même temps une vraie convergence d'envie et de volonté. Peut-être un petit mot de réaction, Cyril, sur ces 2 projets, notamment nous aussi, que vous connaissez bien, si je ne me trompe pas. Et je vais essayer quand même d'avoir une transversalité sur les 2 projets, même s'ils sont très indépendants l'un de l'autre. Il y avait des éléments que je trouvais très intéressants sur les questions des effets organisationnels que vous avez présentés, ou des 2 côtés, sur la démarche participative et sur le temps que ça demande pour être déployé, sur le coût que implique ce type de démarche. En creux, on comprend aussi les problématiques de vulnérabilité à considérer aussi dans la dynamique du projet. Mais ce qui m'intéresse, c'est de revenir davantage sur la citoyenneté et la manière dont vos projets considèrent la citoyenneté. Je disais en préambule qu'il y a plusieurs manières de la considérer. Et ce que je trouve intéressant, et d'ailleurs la table ronde précédente était aussi dans cette dynamique, il me semble, c'est que cette citoyenneté, elle n'est pas réduite à un statut qui serait donné par une carte d'identité ou un passeport, comme je disais tout à l'heure, mais on est bien dans une dimension relationnelle et la manière dont
on essaie de promouvoir le droit des personnes à pouvoir accéder aux ressources qui sont disposées par la société. Et c'est la manière dont on arrive à mettre en lien les personnes avec ces ressources et ces instances, que ce soit l'exemple des ressources politiques, mais que ça peut être également l'accès aux loisirs ou à la vie de la cité telle qu'elle est, dans laquelle l'EHPAD est inscrite, qui me semble en tout cas des dimensions intéressantes promues par vos projets. Merci beaucoup et merci pour ces brillants pas de deux que vous nous apportez, Cyril, qui éclairent bien justement les convergences de ces différents projets. Merci de nous les avoir présentés et partagés. On va se retrouver. Vous pouvez continuer à poser des questions à nos porteurs qui vont rejoindre le hors-scène et les petits écrans et les claviers pour vous répondre. On va tout de suite finir avec la conclusion de cette journée sur la participation en remerciant encore une fois nos intervenants.